Bonjour tout le monde et meilleurs vœux, parce que c'est ça qu'on dit en France après la nouvelle année. Bienvenue à notre épisode de Donc Voilà Quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Et cette fois-ci, je suis avec Joséphine Draille. On est plutôt collègues, on peut dire, sur France Inter. On est tous les deux chroniqueurs sur l'émission On va tous y passer. Et on ne se connaissait pas très bien. Et moi, j'ai beaucoup appris sur elle, sur comment elle écrit ses chroniques, sur le fait qu'elle connaît très bien New York, et que, notamment, que le smiley n'est pas américain. En fait, le smiley est français. Donc, vous allez entendre maintenant pourquoi je sais ça. Bonne écoute. Donc, on a pris l'autolib pour venir. Ah ouais, quelle aventure! Quelle aventure, n'est-ce pas? C'était la deuxième fois que je prenais l'autolib, mais la première fois pendant aussi longtemps. C'était un vrai trajet, là. Pourquoi l'autre fois, c'était quoi? C'était juste pour aller du 19e au 10e, ça a duré 10 minutes. J'ai même pas eu le temps d'apprécier vraiment le ride. Et là, t'as eu le moment là, dans l'embouteillage de Périph'. Non, mais même, tu m'as montré le fil, tu m'as même appris qu'il n'y avait pas d'essence dans les voitures, je savais pas que c'était électrique. Donc, très bien, il y a le GPS avec la voix et tout, la dame, qui a l'air très gentille d'ailleurs. Ouais, n'est-ce pas? Elle a l'air sympa, t'as envie d'inviter limite au réveillon, quoi. Oui, et elle est pas très très sensuelle. Ouais, on devrait faire un peu une version haute du GPS. Un peu comme femme qui fait la pub pour le chocolat ou choses comme ça, tu vois, tourner à gauche. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, elle essaie d'y mettre un peu du sien, mais c'est pas très réussi. Ouais. Mais du coup, c'était... Merci beaucoup pour ça. De rien. Bon, on était à France Inter, on a fait notre fête de fin d'année. Entre collègues. Pour l'émission On va tous y passer, dont toi tu fais des chroniques. Ouais. Au cas où les gens ne savent pas. Ah, il y a encore des gens qui ne savent pas qui je suis. C'est ça que tu es en train de me dire là? 5 personnes. Ok, alors écoutez bien ces gens. C'est là, Joséphine. Voilà, il n'y en a pas deux. Non mais oui, voilà, on fait des chroniques tous les deux. Ouais. T'es contente avec cette année? Oui, je suis très contente. C'est vrai que l'année dernière, c'était ma première année à la radio. J'avais fait 2 mois de remplacement sur Europe 1 l'été qui venait de s'écouler. Ouais. J'avais remplacé l'émission, tu sais, de Morandini le matin, le grand direct des médias. Ouais. Je faisais une chronique sur la télé. Ouais. Je regarde pas la télé, donc c'est vraiment un exercice pour moi. C'était vraiment pour me faire la main. Ouais. Juste pendant comme ça 10 chroniques. Ouais. Et ensuite 10 mais 10 sur un mois en 2 par semaine comme ça. D'accord. Et après c'était déjà un peu un hasard parce que quand j'avais été invitée en promo pour mon spectacle chez Europe 1, ils avaient bien aimé ma personnalité. C'était avec Michel Drucker à l'époque. Et j'avais fait l'interview et ils avaient vraiment bien aimé. Ils m'avaient rappelé pour que j'essaie de faire une chronique. Donc déjà moi j'avais jamais voulu faire de radio, vraiment. Et j'étais allée une fois, ça les avait fait rire. Une deuxième fois, finalement, il m'avait pas gardé après 2 chroniques. Ouais. Mais la fille qui s'occupait de l'émission à l'époque, elle m'a rappelé au moment de la grille d'été. Elle m'a dit, moi, je t'ai bien aimé. Si tu veux bien remplacer. Donc là, j'ai commencé la radio sur un peu un hasard. Ouais. Et quand j'ai fini ce mois-là, Thomas VDB, qui est un autre humoriste qui, lui, est à France Inter depuis longtemps. Ouais. À l'époque, travaillait avec mon copain qui écrivait avec lui ses textes. Et donc, on voyait de temps en temps, un peu comme un copain, on buvait des cafés avec lui. Et il dit, l'année prochaine, ça change. C'est plus Isabelle Giordano, c'est Frédéric Lopez qui reprend. Il change toute l'équipe. Moi, je suis le seul lui, c'était le seul de l'émission avec Daniel Morin qui restait. Ouais. Il m'a dit, voilà, nous, on reste. Et du coup, ils font une grosse audition. Et moi, comme je venais de faire un mois à Europe 1 et que j'ai toujours adoré France Inter, plus dans l'esprit, j'ai fait... attends, moi j'ai un petit CV, s'ils veulent bien, je veux bien faire une audition. Et donc c'est grâce à Thomas VDB qui m'a, si tu veux, inscrite, qui a donné mon numéro au producteur, que j'ai pu avoir l'audition. Donc ça c'était en 2012. C'est ça, c'était rentrée 2012. Voilà, c'est ça, septembre 2012. Et du coup, quand j'ai commencé, c'était très frais pour moi, tout nouveau. Je savais pas, j'ai appris le métier en le faisant. Ouais. À force des chroniques, à force des invités. Mais j'ai l'impression qu'on fait ça un peu tous, voilà. Non? Il y a peu de... Mais j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait d'études pour écrire des chroniques particulièrement, tu vois. Et du coup, c'est vrai que toute la première année, ça a été la conquête, donc j'étais toujours découvrir des nouveaux trucs, on partait dans des endroits, il y avait plein de choses à apprendre. Et maintenant j'ai l'impression que la deuxième année c'est l'année où on se repose un peu plus sur ses acquis. Donc je suis contente de cette année, mais j'ai moins le frisson de l'année dernière. Tu vois, l'année dernière, chaque chronique le matin, j'avais mal au ventre comme si je rentrais sur scène pour la première fois. J'avais un truc comme ça. Aujourd'hui j'arrive, les doigts dans le nez, je bois un café, tu vois, il y a un truc il y a une tension en moins. Et c'est agréable aussi, comme ça m'évite d'être trop stressé, malade tout le temps. Mais il y a moins le petit... Là, c'est un équilibre, parce qu'il faut un minimum de trac pour bien être concentré et bien jouer ton... parfois, j'en ai manqué de trac, là, récemment. Ouais. Tu vois, et moi, j'ai le trac Finalement, moins j'ai le trac, plus je bafouille.
Alors que souvent, c'est plus t'es stressé, plus tu vas. Bah, moi, non, en fait, c'est quand je suis trop en détente, du coup, je me retrouve et ça marche pas. Le trac vient justement, la peur de ne pas recevoir de rire, la peur de bafouiller, la peur de... Moi, j'ai pas peur de bafouiller. J'ai juste peur de pas recevoir le rire et je m'en suis vachement affranchie de ça parce que je pense que dans un studio comme le Studio 106, comme c'est une grande salle, t'as l'impression que t'es obligé de le faire pour le public. Donc tu te remets à eux alors que s'ils sont vieux, ils ont pas les mêmes enfance que toi, ils sont fatigués, ils ont attendu déjà 1 heure. C'est très dur de leur décrocher vraiment des rires. Donc moi, au début, j'étais traumatisée quand t'avais pas comme dans une salle de spectacle un grand rire, alors qu'en fait ça veut pas dire que c'est nul. Faut vraiment essayer de penser aux auditeurs chez eux qui ont rien demandé, qui savent même pas que c'est enregistré. Moi j'ai du mal à faire ça toujours. Il faut, et là ça met du temps. Moi j'ai vraiment mis plusieurs mois, et après il y a aussi une deuxième étape dont moi j'ai dû vraiment beaucoup me calmer avec ça, c'est le retour de l'invité. Avant, comme moi je parle beaucoup de l'invité, c'était genre il fallait qu'il l'aime, il fallait qu'il soit attentif, il fallait que je vois dans ses yeux qu'il me trouverait bien, je sais pas, qu'il limite, il fallait qu'il vienne me féliciter après, sinon mais maintenant je m'en fous, le mec il pourrait écrire un texto, me balancer une tomate, ce serait la même chose. Je ne fais plus ça pour l'invité. Et mais pour Frédéric, est-ce que t'as toujours envie de plaire il est très très bon public. Il rigole facilement, il a l'éclat de voix, il porte les autres. Donc c'est comme si c'était acquis pour moi. C'est rare. Et quand il rigole pas, c'est en général qu'il est parti ou qu'il parle à Yann dans notre truc et qu'il écoute délibérément pas ce que tu dis. Mais dans ce cas-là, je lui en veux pas. Mais c'est vrai que je pense très rarement arrivé qu'il me regarde dans le blanc des yeux, genre non, c'est pas bien. Et c'est de quoi la différence entre France Inter et Europe 1? Bah moi c'était très différent parce que Europe 1 c'était pas en public. C'était un petit studio. J'étais même pas présente pendant toute l'heure de l'émission. Je venais que pour mon papier. Ça, c'est bizarre. Très bizarre. Donc, j'arrivais le matin à 9h moins 10. 9h10, je passais. 9h12, j'étais dehors. Mais ça se fait beaucoup, hein. C'est vrai, parce que je trouve que c'est presque contre-productif parce que... Ils voulaient pas que je participe, ils voulaient que je fasse un billet, qu'un papier. Je les intéressais pas pour ma réactivité, mon avis, ils s'en foutaient. C'est genre, ils viennent nous faire la case de ça, quoi. Et après bonne journée. Donc c'était pour ça que c'était difficilement comparable comme aventure. Il y avait pas de troupe, il y avait, tu vois, l'animateur, ils étaient 3, un garçon et 2 filles. Donc tous les matins, ils rigolaient pendant que je faisais ma chronique. Voilà, on a développé un lien comme ça, mais il y avait pas ce côté, voilà, le lien humain. Tout ce qu'il y a autour de l'émission finalement, tout ce qu'il y a en dehors, il n'y avait pas ça. Très clinique. Donc je me dis que la différence c'est surtout celle-là, quoi. Et quand tu as commencé France Inter, est-ce que tu avais l'impression que vous faisiez un équipe assez rapidement? Au début, je t'en avais un peu parlé. On était très angoissés de notre place. On pensait pas. Yann Chouka, si tu nous écoutes, big up à toi. Personne n'était sûr de sa place. On était vraiment tous, et puis c'était terrible parce que personne ne se connaissait bien, donc personne n'osait se parler. Moi, je connaissais Thomas VDB, donc j'allais tout le temps le voir. Mais en fait, c'était ton seul pour avant. Quand je suis arrivée, d'ailleurs, j'étais très contente parce que ma première, il était là, ça m'avait vachement rassurée et tout. Et du coup, tout le monde se regardait un peu genre. On sait pas quand, on n'osait même pas se dire à bientôt parce qu'on savait pas si on allait se voir. Il y avait un truc un peu pesant. Ça a mis vraiment longtemps avant de se dire on a créé notre place. On s'est créé notre place qui fait qu'on est unique, qu'on est là parce qu'on n'est pas quelqu'un d'autre et qu'on apporte quelque chose que les gens qui nous emploient voient. Et même si nous on n'arrive pas à voir, faut faire confiance à ces gens. Donc c'est vrai que je sais même plus quelle était ta question en même temps, mais l'esprit dès le début non, ça a mis du temps. Il a fallu que tout le monde se sente apaisé. Ça a plutôt été, je dirais, on a commencé donc fin août. Ça a commencé, je pense, à vraiment se détendre en février. D'accord. C'est beaucoup, quand même, hein. C'est clair, Donc, de toute manière, on n'est pas très nombreux, finalement. Quand même, moi, je trouve que si. On est quoi, en 14? Moi, je trouve que si. On est au moins 15, Moi, je trouve que c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup, 15 pour 5 jours d'antenne. C'est-à-dire qu'il y a 2 qui sont là tous les jours. Voilà, c'est ça, avec potentiellement 3 places à pourvoir par émission. 3 places par jour. Ça veut dire comme 15 par semaine. C'est comme si on était une fois par semaine. Mais comme moi je suis plus qu'une fois par semaine, ça veut dire qu'il y en a qui par définition sont moins d'une fois par semaine. C'est clair, Si moi je suis 2 minimum, Alex Vizorek est 2 minimum, Guillaume est 2 minimum, tu vois, on est plusieurs à être 2 minimum, ça fait qu'il y a pas des places. Mais malgré ça, je pense que j'étais là à peu près une fois par semaine depuis que j'ai commencé. Pas des fois en tant que 5e, mais je pense en régulier, en moyenne, j'étais là. Donc je sais pas comment ça jongle, mais... Je peux pas te dire comment interpréter, mais je sais que par exemple, tu vois, Océane Rosemary, elle a été pas mal là au début, très régulièrement, puis d'un coup, pendant 2-3 mois, il l'appelait plus vraiment. Mais j'ai l'impression aussi c'est après, elle revenait. Je sais pas si c'est elle en plus. Qui part en tournée ou je sais pas si c'est des conditions parfois extérieures, mais du coup, elle fait partie complètement de l'équipe, mais ça peut être
ça peut être variable. Donc il y a des fois peut-être qu'elle peut le prendre personnellement, se dire on m'appelle moi parce que ils ont pas aimé ce que j'ai fait récemment, tu vois, on peut aussi interpréter comme ça, c'est dur. Mais j'ai l'impression que c'est naturel de penser comme ça. Par exemple, en revenant vers le début de cette équipe-là, est-ce que tu étais sûrement stressé de savoir chaque chronique que tu faisais? Est-ce que tu avais le trac juste après ou la questionnement que est-ce que c'était assez bien? J'avais peur de décevoir, j'attendais toujours à la fin qu'on vienne me dire quelque chose négatif ou positif, tu vois, juste quelque chose. Parfois ils disaient rien du tout. Pas souvent, j'ai l'impression. Oui. Et du coup, tu te dis, s'il dit rien, c'est peut-être qu'il ose pas parce que c'est pas bien. Ou s'il dit rien, c'est qu'en fait tout va bien, donc il n'y a rien à dire, tu vois, tu sais même plus comment l'interpréter. Et donc, quand est-ce que tu commençais à se sentir bien? Je te dis vers février. En fait, on est parti en Afrique, à Brazzaville, au mois de février. Et ça a été pour moi un vrai symbole d'équipe. On part loin, personne ne connaît ce pays. Il y avait Thomas VDB, Alex Vizorek, Sonny, Daniel, une autre personne, j'ai oublié, et moi. Non, peut-être que moi. Voilà, c'est donc ça. Vous étiez quoi? Alex, 6, 7 Sonny, on était 5 de l'équipe. 5, avec Fred 6 et Yann et tout. On était quand même une vraie équipe. Et on est parti 4 jours. Rencontrer une population comme ça, il y avait un truc complètement insolite que personne n'avait jamais vécu. Ça nous rassemblait. Et vraiment, toi, le fait de partir aussi loin et tout, ça crée une autre relation. On se voit en maillot, tu vois. Il y a un truc différent. Et c'est vrai que quand je suis revenue de ça, j'ai eu l'impression d'avoir créé une cohésion. D'avoir créé une. C'est sûr qu'ici, t'ont invité là-bas, ça veut dire. Oui, déjà, j'avais été hyper flattée parce qu'ils avaient décidé, on partait mi-février, mais c'était acté en décembre. D'accord. En décembre, je me souviens, c'était juste avant les vacances de Noël, il m'avait appelé et il m'avait dit est-ce que tu pourrais partir à Brazzaville en février. Je m'étais déjà dit tiens, de septembre à décembre j'ai déjà gagné une place, tu vois, pour qu'il me propose à moi. C'est sûr. J'avais été super contente. Mais c'est aussi parce que je suis toujours un peu bon esprit. Moi dans l'équipe j'ai un peu l'impression d'être la tu sais, le bisounours, quoi. Toujours, je fais des hugs. Je suis un peu l'américaine de la bande. Tu sais, j'ai toujours un peu, trop mignon, un petit texto, j'espère que ça va, des petits trucs comme ça. Je suis toujours des petites attentions. Je rigole tout le temps. Ça rien me dérange. Pas de soucis et tout. Et je sais aussi que c'est pour ça que je suis aussi choisie parfois dans l'équipe, que Fred m'aime bien aussi. C'est pas que quand la qualité de ton papier est 100% incroyable. C'est aussi un tout. Ouais, mais j'ai l'impression justement ils mettent beaucoup d'importance sur comment cette personne est dans une, comment ils réagissent dans une équipe et comment ils contribuent à cette équipe. Voilà, ne pas être trop individualiste. Tous ceux qui sont un peu trop sur eux, Fred, il crée pas le même lien. Et par exemple, ceux qui sont un peu plus individualistes, il a pas envie de les avoir en délocalisation, par exemple. Parce qu'il a besoin de sentir que ça va être simple, fluide. Moi, c'est ça que j'ai apprécié parce que, comme tu sais, je sais pas, peut-être tu sais pas, j'étais sur RTL l'année dernière. Ah, c'était RTL avec Stéphane Bern. Ouais, c'est ça. D'accord. Et ce que j'apprécie depuis que je suis c'était à la bonne heure. À la bonne heure. C'est que je trouve justement il y a plus un esprit d'équipe sur Lopez, mais je pense que c'est vraiment lui qui cherche ça et qui met l'importance là-dessus. Et j'apprécie parce que je pense que c'est rare. Je pense, mais j'ai pas eu assez d'expérience radiophonique pour comparer. Mais c'est sûr que Morandini, l'équipe, c'était pas vraiment ça son truc. L'exercice d'écriture, c'était difficile pour toi? Tu écris toute seule ou Non, je déteste écrire seule. Pour tout, hein. Dans mon spectacle, j'ai pas écrit tout seul. C'est vrai que ça aide. Sauf pour les chansons. Quand j'écris des chansons, j'écris toute seule. J'ai du mal à écrire à deux. C'est parce que je trouve que c'est très intime. Et surtout quand on est l'un à côté de l'autre, je pourrais envoyer une version à quelqu'un pour essayer d'améliorer, mais ça me vient pas comme ça. Alors que pour les sketchs, dès qu'il y a de l'humour, tac au tac, ping-pong, amélioration, parce que pour moi une vanne c'est comme presque un essai, comment on dit, un volley, quoi, le volleyball. J'ai l'impression qu'un il lance et l'autre il frappe. C'est sûr. Et il y a des fois où je me dis tu sens que ton auteur il t'a upgradé. C'est sûr. Et ça me fait, j'adore. C'est jouissif, tu vois, de te dire putain, mais j'étais juste à côté, tu vois. Et ça, j'adore travailler comme ça, donc c'est un plaisir d'écrire à deux. Donc toute l'année dernière, j'ai travaillé avec mon copain, mon fiancé, qui lui-même était l'auteur de Thomas VDB jusque-là, et qui a arrêté d'écrire pour Thomas, parce que Thomas, qui était pendant plusieurs années 2 fois par semaine, avait décidé de n'être plus qu'à 1 fois par semaine. Lui, la première année de Fred, il a voulu être qu'une fois par semaine, il a demandé. Donc du coup, il a dit à mon copain, j'ai plus besoin d'un auteur. Donc moi ça tombait bien, j'avais besoin d'un auteur à ce moment-là. C'est pas dur d'écrire avec son chéri? C'est pas du tout dur pour le fond, c'est-à-dire que franchement peut-être que 3 fois dans l'année on s'est dit genre quoi, t'aimes bien ça, mais non, mais pas du tout, jamais on s'est engueulé pour une vanne, mais
sur les rythmes de travail, c'est horrible. Parce qu'on n'a pas du tout la même façon de bosser. Moi, je suis angoissée, toujours à backup. Moi, j'écris mes chroniques parfois 10 jours à l'avance. Tellement je suis folle. Je prends de l'avance sur tout le temps comme ça. C'est le seul truc qui me permet de m'endormir tranquillement, si tu veux. C'est pour me rendre service à moi, c'est même pas pour ma propre tranquillité. C'est la tranquillité. Et du coup, lui, il est l'inverse. Lui, c'est la veille au soir, il a besoin normal. De la pression de... Voilà, de dire c'est urgent. Et donc moi, je passais ma semaine à lui envoyer des mails, des piqûres de rappel. Tu m'as envoyé la version 4 de... Et ça crée la tension. C'était que sur ça. Putain, je te dis que je suis occupée aujourd'hui, je peux pas, je t'avais dit avant pas mercredi, je peux pas dépendre de ton rythme, c'est pas toi qui vas m'imposer mon... Et voilà, c'était que des engueulades pour ça. Mais c'était le choix qui tu as demandé qu'il écrit avec toi? Ça a été évident. D'accord. C'était genre, on a demandé à Thomas, elle peut faire une audition, ok. Tiens, au fait d'ailleurs, j'aurais pas besoin d'un auteur l'année prochaine, ok. Audition passée, je suis prise. Bon, bah, c'était évident qu'il écrit avec moi. Ça, c'est même pas... La question s'est même pas posée, quoi. Et ça a été génial, on a fait 80 chroniques ensemble, hein. Tu vois, on les a faites, hein. On a réussi à... On est toujours ensemble, tu vois. J'ai réussi à gérer la crise de couple. Mais on savait que cette année, comme il avait beaucoup plus de travail pour les projets perso, que là, j'allais devenir vraiment insupportable pour lui. Vu qu'il doublait sa charge de travail à côté, que j'allais faire tous les mardis matins. Ah, j'ai besoin pour midi, hein. Et ça allait exploser. Il m'a dit, là, je préfère pas. Donc, il a arrêté. Et j'ai testé plusieurs auteurs. Parce que j'avais du mal aussi. Parce que comme je suis très... justement dans mon angoisse de perfection, d'être toujours j'en demande beaucoup aux auteurs, comme si je leur demandais pas, c'est comme s'ils avaient autant de responsabilités que moi au final, alors que c'est pas vrai. Ils en ont pas autant. Ils ont pas de réputation, ils ont pas leur image, ils y vont pas. Ils jouent pas devant. Ils le prennent pas pareil, donc du coup je leur demandais d'être toujours dispo, d'être on peut toujours faire mieux, tiens je te le renvoie parce que si jamais tu penses encore que tu peux faire, c'était trop. Et du coup il y a des auteurs qui étaient super drôles, mais je sentais qu'ils étaient trop jeunes. Ils n'avaient pas assez d'expérience pour être sûrs de taper juste tout le temps. J'avais l'impression de leur apprendre aussi le métier en même temps. Même s'ils avaient des bonnes vannes, c'était trop inégal. Moi, je voulais un mec qui, bam, il arrive, il sait où couper sans... Bon, t'as pas besoin de l'expliquer. Voilà, il n'y a rien à expliquer, ça va vite. Et du coup, j'ai trouvé quelqu'un là depuis le mois d'octobre. D'accord. Avec qui je suis contente. Et qui a pas d'ailleurs le même humour que moi. Ce qui est marrant, c'est que ça crée une nouvelle couleur, parce que lui il a un humour beaucoup plus rentre dedans, un peu parfois pas méchant, mais un peu taquin, un peu caustique, tu vois. Il est plus piquant. Et que moi je suis toujours un peu l'autodérision à 100%, toujours à me lancer des vannes et tout ça. Lui il va plus taper sur les autres, moi je me tape sur moi, lui il va plus, et du coup ça donne un équilibre intéressant aussi. C'est différent. Et tu le vois combien de fois? On se voit pas, on bosse par mail. Très peu, parfois on se voit parce que tu sais, je bosse aussi à la télé sur une émission le samedi sur Canal+. J'ai aussi une chronique et on enregistre 2 par toutes les 2 semaines, c'est une chronique. Ah, d'accord. Et toutes les 2 semaines, on fait des tournages pour 2. D'accord. Donc la semaine où on prépare les 2 et que j'ai déjà 2 ou 3 de France Inter, ça m'arrive d'avoir 5 à gérer pour la semaine. Ah oui. Et quand c'est ça, on se voit une fois. On répartit les tâches et après go on écrit, tu vois. Parce que justement j'ai l'impression que quand tu écris avec quelqu'un c'est plus facile quand t'es face à face, mais non, parce que c'est plus facile peut-être parce que tu peux justement dans une conversation tu peux envoyer non, parce que tu vois, bizarrement moi ça me bloque aussi. Tout d'un coup j'ai l'impression, je me dis putain, on cherche, il faut que je dise un truc drôle, c'est presque par rapport à lui, je me dis il faut que je trouve un truc, je me mets une pression de devoir trouver la solution. D'accord. Alors que quand je suis toute seule voilà, ça fait son chemin tout seul. Quand je suis face à lui, j'ai envie de trouver, de faire hey, voilà, ça tue, hein. Et du coup, ça me fait une pression, je trouve rien. Donc après, je préfère pas. Tu sais, le regard de l'autre qui attend que t'écris. Tu sens trop le stress. Mais on se voit pour discuter souvent des thèmes de départ, parce que c'est ce qui compte. C'est l'axe de départ. C'est ça que j'ai appris après un an. C'est vraiment... pas juste des vannes, c'est quand surtout l'axe, ça va. Après, souvent, nous, entre nous, notre jargon, on dit oh bah ça c'est une autoroute. Tu vois, l'image de t'as trouvé ce filon, après c'est l'autoroute. Tes tiroirs, c'est bon, c'est parti. Et ça c'est toujours le plus simple, ça. Quand on a trouvé l'axe, tout va bien. Tu faisais des spectacles avant? J'ai commencé les spectacles, mon premier spectacle, donc il y a un peu moins de 3 ans. D'accord. Voilà. Donc ça fait... En février, ça fera 3 ans. Et comment t'as écrit ça? Tu as co-écrit? Oui, je me suis fait aider d'une amie, surtout pour le début, pour justement le squelette. J'avais beaucoup besoin de structure parce que j'étais pas du tout... j'étais très brouillon. J'écrivais trop, j'arrivais pas à créer des chemins de pensée. Donc elle m'a beaucoup aidée pour ça. Et moi, j'ai de la chanson, de la musique dans mon spectacle. Il y a 10 chansons. Donc il y a plus de textes quand même que de chansons, mais il y a beaucoup de musique. Donc je suis partie des chansons. J'ai d'abord écrit les chansons, pas dans l'idée de faire un spectacle, juste pour écrire. Mais les chansons étaient humoristiques? Non. D'accord. C'est des vraies chansons
pas spécialement drôle, plutôt poétique, parfois très triste, tu vois, et qui n'était pas faite pour un spectacle, ni pour un spectacle pas drôle, ni pour un spectacle drôle. Hein. Je les ai écrites et je me suis dit, tiens, j'aimerais vraiment pouvoir les jouer sur scène, mais plus que faire juste 3 concerts dans une cave à Paris. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est quand même dur, tu vois, si tu fais juste un petit album autoproduit, tu vas te retrouver à faire 3 pauvres premières parties. Donc je me suis dit, trouve un autre moyen, t'es comédienne avant tout, avec tes chansons, trouve un moyen de les faire exister autrement. Et je me suis dit, voilà, je suis comédienne, habille tes chansons avec des passages de texte au milieu, puis ça va t'enrober ça, tu pourras le vendre comme un spectacle. En fait, c'était un peu ça l'arnaque au début. Et comme moi, j'ai un naturel dans la vie, que j'aime bien rigoler, que j'adore, que je suis toujours dans l'autodérision de toute façon naturellement, et je me suis rendu compte que quand j'écrivais des parties de texte, ça créait des situations de sketch, mais c'était à mon insu. J'ai pas écrit pour. D'accord. J'ai pas fait, alors aujourd'hui, on va faire le sketch de quand. Non, jamais j'ai mis le mot sketch sur ce que j'écrivais. C'était, on va relier. Le lien entre les chansons, en fait. C'était une histoire, j'ai écrit une histoire. Puis là, c'est son anniversaire, elle a 25 ans. Ah, elle s'est fait larguer la veille de son anniversaire, donc elle est pas bien toute la journée. Ah, c'est son anniversaire, donc elle va déjeuner avec ses parents. Mais elle est pas bien, alors elle pleure à table. Alors, comme un petit scénario. À quel point c'est toi, à quel point c'est un personnage? Beaucoup moins. Mes amis disent que c'est plus moi que ce que je dis. Parce qu'elle est folle, hein. Donc après, du coup, quand je dis, c'est pas du tout moi. Ah, mais si, c'est complètement toi, la folle. Je dirais, franchement, 80%. En fait, j'ai fait que tirer un peu à l'extrême, ce qu'on fait tous un peu pour nos sketchs. On prend des vrais travers, des vraies peurs ou des vrais défauts et on les étire juste pour que ça devienne. Mais le stand-up, c'est ça aussi. On exagère. On exagère. C'est pareil, donc j'ai pris tous mes vrais trucs et j'ai juste un peu tiré, un peu mis une petite couche dessus. Et c'est bon. C'était moi. Quasiment. Et pourquoi tu dis à la base tu étais comédienne? Parce que tu as fait. Oui, j'ai fait une école de théâtre. Oui, c'est ce que j'ai fait en premier. J'ai tourné très jeune. J'ai commencé j'avais même pas 16 ans. Donc c'était très vite un peu une évidence. Et pendant des années, je faisais que des tournages, des séries, des machins. Une école de théâtre pendant plus de 2 ans. Mais après, la musique est venue dans ma vie un peu plus tard, l'écriture de chansons et la composition. Et donc c'est pour ça que dans l'ordre, c'est d'abord la comédie, ensuite la musique. Et après les deux réunis. Voilà. Et donc là, le fait que tu as réussi à réunir les deux, est-ce que tu sens une espèce un côté comblé? Oui et non, parce que ça me pose encore des problèmes parfois pour... Il y a des gens, tu sais, c'est trop... Dès que c'est en France, dès que c'est pas dans une case, c'est compliqué. Donc il y avait des fois, on peut pas la programmer parce que comme il y a de la musique, ils sont 3 sur scène, on prend que des gens seuls, ça coûte trop cher de faire venir à 3. Ça m'a plusieurs fois posé des problèmes, donc j'étais comblée peut-être artistiquement, mais ça m'a beaucoup empêché de faire des choses. Donc parfois, je me suis dit, c'est un atout et aussi un inconvénient. Donc parfois, je me dis, je veux pas renoncer à ça, donc... Quand je suis sur scène et que je me dis je passe du chant à la comédie, je me sens vraiment bien et à l'aise et ça me fait plaisir. Mais il y a des fois je me dis j'aurais pu faire plus de choses si j'avais pas eu la musique ou si j'avais pas eu le texte. Et donc tu hésites en ce moment de faire un changement? Parce que là je vais écrire un 2e spectacle, je commence. Et de plus en plus la chanson a une vraie place dans l'univers poétique et onirique, tu vois, de rêve, que j'essaie vraiment encore plus d'accentuer sur le 2e spectacle. Parce que si tu voyais, j'espère d'ailleurs que tu viendras, il reste 3 dates, alors t'as pas beaucoup de choix. Mais... c'est dimanche, c'est tout? Tous les dimanches, à 18h, mais il reste 3. Et plus jamais donc le 3 dimanche, 22, 29, 5 janvier. Parce que je voulais venir voir toi et Alex tous les deux. Et Alex joue le 31 aussi. D'accord. 31 janvier, 31 décembre. Je serai. Voilà. C'est fou ça, les gens qui. Mais il y a pas mal de gens qui sortent. Mais moi je trouve ça fou de faire ça. Quand toi t'es avec des amis ou t'es ta famille, mais sortir au spectacle le 31. En fait, avant je pensais comme toi, mais en fait j'ai bossé aussi dans un club de stand-up aux États-Unis et j'étais un peu étonné à quel point les gens viennent. Mais si tu vas fêter Nouvel An, tu sors à 20h voir un spectacle, t'es dehors à 21h30, 22h. Et là, tu vas dîner. Tu fais la fête à dîner ou tu fais la fête après. Ça t'empêche pas de faire une soirée derrière. C'est pour dire un peu, c'est la sortie, quoi. Tu fais une sortie. Mais je sais même pas pourquoi on parlait de ça. Oui, pour dire que dans mon spectacle, il y a de l'univers poétique très prononcé. Et ce que les gens aimaient bien dans le spectacle, c'était ça. Et je me dis, la musique aura vraiment dans le 2e spectacle la fonction de remplir la partie de rêve. Donc moi, je renoncerai pas à ça parce que je veux jamais faire un spectacle que d'humour. Dans tous les cas, ça pourrait être. Pourquoi? Parce que j'assume pas
j'ai jamais assumé, et si j'avais pas eu de musique, j'aurais jamais osé monter sur scène faire rire les gens, si j'avais pas eu la caution de me dire mais c'est aussi sérieux. Mais quelque part sur France Inter c'est humoristique. La chanson tu le fais de temps en temps, mais et même les chansons, je fais plein de passages de chansons dans les chroniques, mais c'est toujours humoristique, c'est pas du tout ce que je fais sur scène, c'est l'inverse d'ailleurs. Donc t'es d'accord que l'humour est principal. C'est 3 minutes, c'est un exercice précis dans cette case. Quand je suis sur scène, c'est moi à 100%, je remplis pas un cahier des charges, c'est d'un coup, si je me livre moi, et j'assume pas l'idée de faire genre pendant 1 heure je vais juste vous faire rire. Ça me met une pression, je n'ai pas envie de me mettre, donc j'arrête pas de trouver peut-être des excuses, j'arrive à accepter de me dire c'est peut-être une excuse de se dire mais parce que moi tout le monde me dit alors tu fais un one man show, je fais non tu sais moi il y a de la musique, tu sais c'est comme si à chaque fois j'étais inattaquable. Ou bien, c'est cool tes chansons, tu fais donc t'as un album. Ah oui, non, mais tu sais, moi, c'est parce que je suis comédienne, donc c'est plutôt l'humour. Je trouvais toujours un moyen d'échapper à toutes les cases, et parce que j'ai peur de pas assumer, d'être pas assez bien dans une case. Donc j'ai comme inventé une 3e case pour me dire, il y a personne dedans, alors comme ça, personne peut me critiquer. Ouais. Non, mais c'est vrai que, quelque part, si... Ouais, tu l'as fait même avec moi quand je t'ai posé la question. Tu fais un one-man show, oui, one-woman show. Je me suis défendue tout de suite. Tout de suite. Bah oui. Pour enlever peut-être justement la pression que tu dois ressentir que c'est pas hilarant à chaque 30 secondes il y a un rire qu'on sent quand on dit c'est un one man show humoristique, tout de suite il y a cette pression, c'est sûr. Ou même tu vois dans les chroniques j'essaye d'écrire pour qu'il y ait un rire régulièrement. Oui, bien sûr. Je peux pas me dire si j'avais pas de rire pendant 40 secondes je serais mal à l'aise, tu vois. Alors que sur scène pas du tout mon problème. Et ça te gêne pas? Non. Tu peux passer 5 minutes sans recevoir un rire et ça te gêne? Non, il n'y a pas 5 minutes sans un rire. Non. Il y a un maximum. Il y a des vraies parties. Ou peut-être dans une chanson. Non, les chansons déjà, elles sont pas vraiment drôles. Il y en a 1 ou 2 qui sont tu souris. Oui. Il y en a peut-être, il y en a 2-3 où tu souris. Ouais. Parce que l'idée est drôle. Mais c'est pas dit avec des mots drôles. Mais c'est le thème qui est drôle. Et il y en a une, tu vois, où je suis en date avec un mec. Donc je me suis séparée de mon mec la veille. Je suis malheureuse et ma meilleure amie, pour me faire mon cadeau d'anniversaire, elle m'offre un date avec un ami à elle qui est monstrueux. Mais qui est un nain affreux. Et là, je le vois arriver dans le bar et j'ai envie de mourir, tu vois. Et la chanson, c'est ça. C'est en gros, je voulais être en relation, mais quand je te vois, j'ai des hauts le cœur. Ça s'appelle comme ça. Et donc ça, c'est marrant, mais il n'y a pas un mot de la chanson qui est drôle. Donc c'est ça que j'ai fait. La situation est drôle. Voilà, la situation est drôle. Et du coup, dans le spectacle, j'assumais complètement qu'il y ait des vraies parties dans les chansons, mais en dehors aussi des chansons, il y a un passage où je parle de la rupture. C'est un texte presque poétique. Et puis il y a des gens, des gens qui me disent qu'ils chialaient, tu vois, dans la salle. C'est aussi vraiment une partie, pendant ces 5 minutes-là, s'il y a un rire, limite, je vais mal le prendre, tu vois. C'est pas drôle du tout. Est-ce que tu prends une fierté, justement, de peut-être pouvoir faire rire et faire pleurer dans le même spectacle? Hyper contente quand les gens me disent, putain, en ce moment, je viens de vivre cette situation, moi, cette chanson et ce passage ça m'a mis les larmes aux yeux, où j'ai pleuré et tout. Bah, j'ai aussi l'impression d'avoir autant fait partager quelque chose que faire partager un rire. Je trouve que c'est hyper gratifiant. Donc en fait, quelque part, ton but, c'est d'avoir un spectacle complet. Vraiment qui a un peu de tout. Ouais, je danse un peu aussi. Ah ouais? Ouais, pas pro et tout, mais je fais des petites... Avec souvent, presque toutes les chansons, il y a une chorégraphie. Des petites chorégraphies, hein, c'est gentil, hein, c'est pas Broadway, hein, mais... Mais justement, j'allais poser la question, est-ce que t'es pas attiré par la comédie musicale qui est en fait ça, qui est souvent un peu d'humour, un peu de... Pas à Mogador, pas à Paris. Moi, mon rêve, c'est vraiment de faire un... J'adore, moi, dès que je vais à New York, première sortie que j'achète, c'est des tickets pour... C'est quoi la comédie musicale qui t'a... pas pour les mêmes raisons. J'avais vachement aimé Mary Poppins. Parce que j'adore déjà tous les trucs comme ça, mais c'était magnifique avec les chorégraphies. Sur scène, tu l'as vu? Ouais, à Broadway. Ah bon? Superbe. Je savais pas que c'était en Broadway. Ça fait longtemps que ça joue. Super bien, super beau les décors. Donc Mary Poppins, j'avais beaucoup aimé. J'avais vu Chicago qui était bien, mais classique. C'est le côté un peu jazz, un peu cabaret comme ça. Et il y avait aussi la comédie musicale The Producers. Comme j'ai beaucoup aimé le film, j'avais vachement aimé le film. Parce qu'il y a 2 films. Il y a l'original de Mel Brooks qui est 68, mais ils ont fait un film de la comédie musicale. En fait. Bon? J'ai pas vu. Avec Nathan Lane et Matthew Broderick. Parce qu'à la base, le film n'est pas une comédie musicale. Non. Mais bon, après, c'était en Broadway, une comédie musicale. Et après, ils ont fait un film non, j'ai pas vu ça. Mais j'ai vu juste le film et le Broadway. Et comme j'avais adoré le film, j'étais trop contente de voir le Broadway. Mais quand j'ai vu le film, parce que j'ai pas eu l'occasion de le voir sur Broadway, et quand j'ai vu le film... D'ailleurs. Oui, mais c'était complet, c'était hyper dur. J'avais eu trop de chance, je sais même pas comment j'avais... tu sais, le kiosque sur la place. Ouais. J'attends des heures.
J'attends. Il faut, je pense. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Donc j'ai raté à Broadway, mais le film est génial. Mais génial. Bah ouais, j'adore. C'est génial. Voilà. Donc ça, c'était dans les meilleures comédies musicales que j'ai aimées. Donc tu vas souvent à New York en fait? Bah en fait, ma famille a un appartement là-bas. D'accord. Où ça? Sur la Fifth Avenue. Ah ouais, pas mal. My family is quite wealthy. C'est très bien. Ouais. Quel Fifth et quoi? 59 Apple Store. Ok, ouais. Tu vois la statue F.A.O. dorée? Schwartz. Voilà, F.A.O. Schwartz. Ouais. Et en fait, angle droit du parc 59, juste avant l'hôtel Pierre, et juste avant l'Apple Store. En face du grand parc Plaza, l'hôtel. Ouais, le Plaza qui est juste en face, et il y a plein de chevaux. Exactement, on est devant la place des Calèches. D'accord. Good location. Et quand tu vas à New York, tu vas avec tes parents? Non, je suis beaucoup allée seule ou avec mon meilleur ami ou avec des amis. D'accord. Des copines. Et donc t'as un frère? Alors j'ai plein de demi-frères et sœurs. D'accord. Je suis fille unique de mes 2 parents. Oui. Mais après j'ai 2 et 2. D'accord. Un frère et une sœur du côté de ma mère, un frère et une sœur du côté de mon père. D'accord. Voilà. Donc ma sœur la plus grande a 20 ans. Oui. Et mon frère a 14 ans du côté de ma mère. Et du côté de mon père, c'est des jumeaux de 7 ans. Donc t'es l'aîné? Oui. D'accord. Ah oui, de loin, oui. Ouais. J'ai 10 ans d'écart avec ma sœur. Ah oui. Donc je suis l'aînée. Pendant 10 ans, j'ai été... Et tu t'entends bien avec eux? Oui, maintenant c'est vrai que depuis... Tu vois, quand t'as autant d'écart, quand t'as d'un coup un certain âge et qu'ils sont encore jeunes, il y a un fossé qui se creuse. Hein. Ouais, ça, c'est dommage, parce que du coup, en plus ma mère, depuis quelques années, habite en Belgique, à Bruxelles, donc je vois encore moins mon frère que s'il était à Paris. Ouais. Et donc l'appart à New York, c'est à ton père? Non, du côté de ma mère. En fait, ça appartient à mes grands-parents. D'accord. Donc bon, c'est la famille proche. Les parents de ta mère? Voilà. Ouais. Donc c'est proche. D'accord. Et mon oncle, il va pas mal pour le travail. Donc c'est un appartement qui servait de résidence un peu secondaire, mais... Et pourquoi ils ont acheté là-bas? Je pense parce que mon grand-père travaillait beaucoup avec les États-Unis, l'Angleterre à l'époque, et peut-être qu'il avait acheté aussi un truc à Londres à l'époque aussi. Et il faisait quoi? En fait, mon grand-père a un des trucs qu'il fait toujours, c'est qu'il a la marque, il détient le logo Smiley. C'est vrai. Donc le mec jaune. Voilà, le bonhomme jaune qui sourit, ça nous appartient. Ah. Donc c'est beaucoup d'argent en licensing, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc c'est comme c'est worldwide. Mais je savais même pas que c'était copyrighté, ça. Bah si, c'est nous qui l'avons copyrighté. Mais j'avais l'impression que non, on le voit partout. C'est une marque. Ah ouais. Ouais. Donc du coup, c'est beaucoup de business pour ça. Mais j'ai une question, tout ce qui est Amitocon. Non, dans ça non. Non. Parce que c'est quand même un smiley, ça. Ouais, mais c'est pas. Ils ont réussi à trouver un truc qui fait qu'ils pouvaient pas réclamer d'argent pour ça. Ah ouais. Mais pour tous les autres trucs où tu vois des smileys, à part, il y a beaucoup de contrefaçons. D'ailleurs, il fait beaucoup de procès. Mais justement. Énormément de procès. Ouais. Parce que la majorité des gens ne demandent pas à utiliser. Ouais. Mais après, quand ils chopent un procès, c'est dommage pour eux. Il a créé le smiley. Ouais. Il a déposé le smiley. Il n'a pas créé le smiley. D'accord. Il a fait. Et comment il a trouvé le. Bah en fait, il était journaliste. Oui. Et il travaillait à je sais plus quel quotidien. Et il s'occupait de la colonne. Il y avait une colonne, les bonnes nouvelles. D'accord. Il devait écrire une bonne nouvelle par jour. Oui. Et il a voulu illustrer la rubrique en mettant un sourire. Et il s'est rendu compte que les gens, les gens adoraient ce logo. Ouais. Et donc il l'a déposé. Ah. Tu vois? Eh ben il est français, ton grand-père. D'accord. C'est drôle, hein? Ouais, donc le smiley est français. D'accord. C'est ça qu'il faut savoir. Justement, parce que moi, Parce que tu penses américain, c'est sûr. Dans l'inconscient. Mais bon, nous les Américains, on pense que on a pensé que le Schtroumpf était américain. Ouais, voilà. En fait, non, c'est pas, c'est français. Ouais. Donc tu vois, comme c'est des licences dans 40 pays. Non, mais c'est clair. Tu vois, t'as beaucoup à gérer. C'est mon oncle qui s'occupe beaucoup plus maintenant de la société. Ouais. Et il voyage tout le temps au bout du monde, tout le temps. Ouais. En Chine, à Dubaï, machin. Il fait toujours des voyages pour les salons, pour distribuer des licences, j'en sais rien, des magasins, des trucs. Ouais. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, il avait acheté aussi à New York, parce que ça devait être un endroit où il bossait beaucoup, peut-être. Ouais. Ah. C'est drôle, ça. C'est drôle, hein, comme histoire. Ouais. Papy Smiley. Ouais. Mais c'est drôle quand t'arrives dans un restaurant et qu'il sort sa carte et fait Monsieur Smiley. Ouais. Mais tu dois le voir partout aussi. C'est comme quelqu'un qui a le copyright sur Happy Birthday, tu vois. J'ai l'impression que c'est... Ben oui, mais tu sais, d'ailleurs beaucoup à New York, dans les sachets d'épicerie. Oui. Ça, c'est contrefaçon, par exemple. Ouais, j'imagine. Oui. Mais il y en a partout, ouais. des sachets comme ça. C'est pour ça que je pensais pas que c'était copyrighté, parce qu'on le voit tellement partout. Mais parce que beaucoup fraudent. Ouais.
C'est surtout ça. Mais par contre, quand tu vois la campagne Renault, ça c'est un vrai contrat. Quand tu vois les frites McCain en forme de smiley, c'est un contrat. Quand tu vois... Donc c'est quoi en fait exactement? C'est le symbole jaune ou n'importe quel truc qui ressemble à ça? Non, c'est le symbole jaune avec des vraies formes spéciaux pour les yeux. Il y a un vrai modèle déposé. Un vrai modèle, Après, eux, ils ont fait la marque Smiley, où ils ont adapté leur propre Smiley pour faire une collection avec plein de personnages, Smiley nanan, Smiley fille. Ça leur appartient, du moment que ça leur appartient, ils peuvent décliner. C'est à eux. Mais sinon, le vrai truc attaquable, c'est le vrai Smiley avec les yeux un peu allongés et le sourire bien large. Je pense que c'est très justement... assez spécifique. Sinon, c'est comme pour les vraies contrefaçons, tu vois, ils s'arrangent pour que ce soit pas attaquable. Bah, ça doit être pareil. Donc voilà. Et pourquoi l'envie de monter sur scène? Moi? Bah, je t'ai dit, pour les chansons. D'accord, donc c'était d'abord... vraiment l'envie de chanter, de faire mes chansons que j'avais mais ça vient de quelque chose de très jeune, en fait. T'avais toujours envie de faire ça? Non, pas spécialement. En fait, moi, je suis une famille quand même d'artistes. Mon père est musicien. Ah oui? Il joue quoi? Il est batteur et percussionniste. C'est vrai? J'ai l'impression, peut-être c'est faux, mais j'ai l'impression que quand tu grandis dans une famille où tes parents sont artistes, c'est plus facile d'être artiste. Est-ce que c'est vrai ou pas? En fait, je ne sais pas parce que je connais peu de gens qui ont grandi dans une famille où c'était pas des artistes et qui voulaient être artistes. Donc je me rends pas compte s'ils ont souffert plus que moi. Mais moi, je sais que l'avantage que j'ai eu, c'était dans le fait que mes parents ont toujours respecté mes choix. Et m'ont toujours encouragée. C'est vraiment toujours une chance, malgré tout. T'as beaucoup de parents qui ont peur. En fait, juste mes parents ils savent ce que c'est la vie d'intermittent, la vie de saltimbanque, c'est leur vie. Donc eux, quand je leur ai annoncé que je voulais faire ça, ils ont pas eu peur puisqu'ils savent ce qu'ils vivent eux. Mais est-ce que justement ils t'ont découragé en disant que c'est dur? Ils m'ont pas découragé, mais ils m'ont averti. D'accord. Ils m'ont pas menti. Ça pouvait être dur. Mon père, qui lui-même n'a jamais fait vraiment d'études, enfin si quand même un petit peu, mais très peu, qui a commencé à 18 ans à travailler, quand moi j'ai voulu arrêter parce que je voulais être comédienne à 18 ans, il m'a quand même vachement poussé la main, il voulait que je continue mes études. D'accord. Malgré le fait qu'il voulait bien que je fasse ça, mais il disait, tiens, il peut y avoir des phases très dures. Si elle a des études, elle pourra toujours faire un métier à un moment. Il m'avait préparé à ça. Il m'a dit, tu devras peut-être faire un autre métier à un moment parce que ça va pas marcher assez pour toi. Donc ça, c'est déjà difficile, tu vois, d'entendre ça. Et donc, t'as fait tes études en quelque chose? Je me suis arrêtée au bac. D'accord. Et en fait, mon père était un peu triste parce que j'étais toujours été très forte à l'école. Toujours, depuis toute petite, j'ai sauté une classe. J'ai toujours la première un peu. Et donc, quand je suis arrivée au bac et que j'aurais dit, voilà, moi je veux être comédienne après le bac, je veux faire juste une école de théâtre. Mon père, il a tiré la gueule, ça faisait 18 ans qu'il voyait la première de la classe, il disait je pouvais faire ministre. Et d'un coup, je lui annonce, c'était genre un peu pas comme du gâchis, mais pour lui, c'était un peu un choc pour ça. Et c'était dur pour toi? Je pense que inconsciemment, j'ai mis du temps à assumer de faire ce choix quand même. Je savais que je décevais en partie mon père qui aurait voulu que je fasse des études genre Sciences Po, HEC ou... Donc c'était pas pour ton père, c'était pas par rapport à toi. T'avais pas un doute? Ben si, j'ai toujours le doute. Aujourd'hui, je me dis toujours que je suis pas à l'abri, que c'est difficile tous les jours, que je vois beaucoup de mes amis qui n'ont pas assez de travail, que j'ai de la chance en ce moment, mais que comme tout, c'est des cycles. Ça peut disparaître. Que je vois, tu vois, ça m'arrive de voir des femmes ou des gens, je me dis, ah tiens, il était chez Ruquier il y a 20 ans, et je me dis, d'un coup, je me vois moi en me disant, je parle d'une personne que je trouve ringarde, et que je me dis qu'en fait, moi, j'ai l'impression d'être dans le vent en ce moment, mais dans 20 ans, on me regardera en disant, ah putain, tu te souviens, on va tous y passer, la meuf, tu vois. Je vois beaucoup plus loin. Donc même si en ce moment je me plains pas, j'ai du travail, je sais que ça peut être dur, donc j'ai toujours des doutes, j'ai toujours peur que ça s'arrête, que ça marche pas, mais j'ai jamais eu à regretter de faire ce choix. Et puis aussi parce que quand j'ai fait le choix d'arrêter pour faire une école de théâtre, j'avais 1 an d'avance et ça m'a aidé à faire le choix. Je me suis dit, t'as 1 an d'avance, ça peut au moins te servir à quelque chose. Ça sert quand même à rien dans la vie. Ça sert à quoi d'avoir 1 an d'avance dans ta vie active? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc je me suis dit, profites-en pour te dire, voilà, t'auras pas perdu 1 an, tu l'avais gagné cette année. Donc essaye, et puis si tu l'auras pas perdu, ça t'aura servi à savoir que tu prends une autre voie. Et en fait, j'ai eu la chance, j'ai travaillé pendant cette année-là, et voilà. Mais ça m'a aidé à pas culpabiliser de faire le choix. En même temps, t'es en avance, donc ça va. Au pire, t'arriveras au même niveau que les autres après, et ça m'a calmé. En fait. Donc, au moins, ça m'aura servi à quelque chose d'avoir été bonne à l'école. Ça m'aura servi de me laisser la possibilité de faire ce que je voulais faire.
Mais est-ce que le mode de travailler, parce que quand on est bon à l'école aussi, ça veut dire qu'on travaille, on a une manière de travailler comme toi avec les chroniques, c'est-à-dire que tu as la capacité de bosser bien. Moi, par exemple, je suis plus comme ton copain qui a vraiment besoin de la pression pour vraiment bouger le cul pour que je mets à travailler. Donc, tu avais quand même ce truc qui fait que tu es une bonne bosseuse. Oui, mais moi, mon copain, il me le dit. Il se moque de moi. Il me dit, on dirait la première de la classe. On dirait... Même Yann, le producteur de l'émission, il m'appelle la première de la classe. Ouais. Tu vois, toujours il dit Joséphine, on envoie un mail, elle répond dans les 10 secondes, elle a toujours c'est parce que je suis comme ça tout le temps, partout. Et sûrement il apprécie. Sûrement n'importe quel qui travaille avec toi. Parce qu'en fait, je me rendais compte à quel point il faut être dans ces milieux. On parle de la radio, mais ça peut être n'importe quoi. En fait, il suffit pas juste d'être drôle, mais aussi fiable. Bien sûr. Donc il faut avoir un professionnalisme qui joue dedans. Il faut être talentueux, mais aussi il faut pas être en retard. Le petit truc comme ça. C'est pour ça que des gens comme Redouane Arjan, ils sont pas restés. Ils avaient le talent, mais pas la fiabilité. Ouais. Eh ben c'est fou à quel point c'est important. Il faut les deux. Ah bah complètement. Et puis moi, comme parce que des fois on peut avoir le cliché que il suffit juste avoir du talent. Mais non, parce que dans des grosses entreprises et des émissions comme la nôtre où il faut faire tourner autant de choses, tu peux pas avoir l'espace pour des gens qui sont pas comme ça. Il faut qu'ils jouent le jeu, sinon tout s'effondre. Donc ils sont obligés d'être et talentueux et jouer la grosse machine. Quand tu travailles que pour toi, que t'écris un livre, fais ce que tu veux, hein. Mais quand tu dois rendre des comptes à une structure comme France Inter, une production, des horaires, des longueurs de papier, des cases de conducteurs, si tu joues pas le jeu un minimum, tu t'éjectes naturellement, quoi. Du coup, voilà, Et puis comme moi j'étais naturellement déjà fiable dès le début, ça me correspondait comme façon de travailler. Comme ça, carré, renvoyer le texte, faire valider, modifier si besoin. Tu vois, il y en a, ils écrivent tellement leur chronique à 1 minute qu'ils peuvent même pas l'envoyer à Yann avant pour qu'il le lise. Donc ça veut dire que ça crée une autre relation. C'est que moi, quand j'y vais, je sais déjà que c'est validé pour mon producteur. Donc déjà, j'ai moins de pression. Moi, je préfère faire ça quand même. Je préfère le valider. Thomas VDB, il arrive le matin avec sa petite feuille volante. Je veux dire que Yann, il s'attend à tout ou à rien, mais il va pas lui demander à l'avance. Hein. C'est notre style aussi. Voilà, c'est un autre style. Oui, c'est un autre style dans l'écriture. Mais il fait bien de lui faire confiance parce qu'il est toujours très bon. Mais c'est un autre style. Qui est pas mon style en tout cas. Pas mon école. Et tu prends plus le kiff à la radio, sur scène, en chantant? Pas les mêmes styles. En fait, je pense qu'à la radio, je prends beaucoup de plaisir parce que dans l'échange avec les autres à la table, plus que le fait de faire ma chronique. En fait, quand je fais ma chronique, j'ai l'impression d'être sur scène. Bien sûr. Quelque part, même si j'ai pas appris par cœur et que je regarde pas les gens, parce que je suis très sur mon texte. Moi, je lis vraiment beaucoup mon texte. J'ai du mal à décrocher. J'ai peur qu'après ça m'est déjà arrivé. Tu perds ta place. Oh là là. Ça m'est déjà arrivé, ça, c'est terrible quand tu mets pas ton doigt comme ça et tu t'emballes et l'invité s'est pas réagi, tu fais mais complètement et oh là là, tu fais une petite vanne à Port-Labo et d'un coup t'es là. J'étais où? C'est horrible. En plus, comme moi je parle très vite, je peux même pas faire genre. Ça se voit tout de suite, je suis comme ça. Rien. Donc je suis très très sur le texte et c'est le seul truc qui me rassure. Mais est-ce que la radio aide pour remplir ta salle? Non, oui, bien sûr, pour tout. J'allais dire, je pensais que t'allais me demander si ça aidait sur scène. Moi je trouve que maintenant la scène m'a aidé à faire de la radio et la radio m'aide à faire de la scène maintenant. Parce que franchement maintenant quand j'arrive sur scène, j'ai un truc où je vais vraiment plus choper les gens. D'accord. Parce que t'es plus présente. Ah ouais, ça m'a vraiment incarné, mais tous mes musiciens me l'ont confirmé, ils m'ont dit depuis la radio, il y a un truc qui a changé ta façon de t'adresser aux gens. C'est drôle. Ça, je suis sûre que ça vient de la radio. Tu prends une parole différemment. Et c'est quoi? C'est la concentration? C'est le fait que déjà, quand les gens viennent te voir jouer, ils sont venus te voir jouer. Là, tu vas aller prouver aux gens que ton papier est bien, que c'est pas le même papier qu'hier, ni le même que demain. Moi, mon spectacle, s'il est rodé, c'est pas pareil. Là, tu vas les prouver tout le temps. Donc, t'as un truc, tu dois aller chercher les gens parce que chaque papier est unique. Il est pas répété avant, c'est sans filet. Moi, une mécanique de spectacle, au bout d'un moment, t'as ton petit truc, t'es moins en danger. Là, la radio, ça t'apprend le danger. Le danger du bide. Donc maintenant, si tu veux, quand ça nous est tous arrivé, donc si tu veux, moi, j'arrive avec ce truc, tu vois, cette force. Et ça m'aide pour la scène. Avant, je partais qu'il fallait tout de suite que les gens ils accrochent tout de suite, sinon c'est que j'étais nulle, donc je m'effondrais. Donc tu vois, avant j'étais dépendante du public. Il fallait que le public se montre tout de suite qu'il m'adorait, sinon j'avais, tu vois, je les évitais et tout. Maintenant, j'arrive, j'y vais, je les prends. Après parfois, imagine ça marche pas, bah c'est moins grave.
Ouais. Je vais plus le prendre comme une chronique ratée. Ouais. Avant, si mon spectacle ne cartonnait pas, c'était horrible. Maintenant, je me dis, tiens, c'est comme une chronique qui était moins bien qu'une autre. Ouais, tu prends un peu plus de distance. Tu vois. Ouais. Et ça met longtemps. Hein. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est juste l'expérience. Tu vois que il y a des hauts et des bas, et plus tu as des hauts et des bas, tu vois chaque fois que c'est pas grave. Parce que quand tu commences, quand tu vois un bas, tu as l'impression que c'est la pente pour l'infinité. Ouais, maintenant je relativise vachement plus. Ouais. Donc en ça, la radio, c'est toujours aussi cool. Ouais. Le spectacle aussi, toujours. Et il y a pas mal de gens qui viennent grâce aux chroniques que tu fais. Ouais. Complètement. Ouais. Je vois tu le sens ou... Oui, je le sens parce que déjà j'ai plein de messages avant ou après, des gens qui me disent on vient, des gens qui étaient déjà des fans de la radio qui m'annoncent qu'ils venaient, donc je sais. Ouais. Ou bien des messages après. Ou bien je sais que quand des semaines où je suis moins présente à l'antenne, il y a moins de gens dans la salle, c'est concrètement. Ouais. Ça se reporte. Ah ouais. Ouais. D'accord. Et dans le truc que tu fais pour Canal+, c'est une chronique dans le même esprit? Non, c'est plus dans l'humeur. Je raconte un bon plan, je partage un bon plan. C'est plus journalistique avec un peu c'est moins c'est moins de la vanne. Oh, d'accord, moins impression d'être drôle. Ouais, d'accord. Ouais. Et c'est sur quelle émission t'as dit? Ça s'appelle Click. D'accord. C'est le samedi à 12h10. D'accord. Et c'est combien de temps ça dure à moi, c'est court. Tu vois, ça aussi, le fait que ce soit très court, ça me donne moins envie de... C'est quoi, 2 minutes? C'est maximum 2 minutes. D'accord. Grand max. Alors qu'à la radio, je fais souvent 4. 3,34. Ouais. Tu vois, rien que ça, c'est presque le double. C'est sûr, Moi, je préfère les chroniques longues. Ouais. Je préfère m'installer. Ouais, parce que 2 minutes, t'as pas beaucoup de temps. Je préfère être dans l'humeur, tu vois, parfois mettre un petit paragraphe de début qui est pas vraiment drôle, mais juste qui situe. Ouais. Et comment t'as eu ça à Canal+? Parce que l'animateur, c'est mon meilleur ami depuis 13 ans. D'accord. Donc on avait on a déjà travaillé ensemble plusieurs fois. Ouais. Et comme dès il savait qu'il aurait son émission à lui, il me proposerait de travailler avec lui. D'accord. Donc c'était sûr. D'accord. Oui. Et ça, c'est depuis quand? Depuis septembre. D'accord. T'aimes l'exercice d'être devant la caméra? Oui, non, ça j'ai pas peur du tout. Ça, moi, et il y a un public là? Non. Non, d'accord. Il n'y a pas de public. C'est encore un autre exercice, mais j'aime bien. Ça me dérange pas en tout cas. Je suis pas du tout effrayée par la caméra. Tu sais, je suis quand même comédienne, donc si j'étais effrayée de la caméra, ce serait ridicule. Mais non, mais tu peux avoir justement ce décalage parce que tu peux avoir l'habitude de la scène après quand tu es devant la caméra. J'ai beaucoup plus eu l'habitude de la caméra que la scène. Hein. D'accord. Moi, avant ce spectacle, j'étais jamais montée sur scène. D'accord. À part pour des concerts. Et donc tu faisais plutôt des concerts dans des cafés avec ma guitare. Tu vois, esprit très intime, pas spectacle, texte. Donc la scène, je l'ai vraiment découverte plus tard dans l'ordre de ma... Parce qu'avant tu faisais plutôt de tournage de séries. Ouais, de séries, de petits sketchs pour la télé, des petits trucs pour internet, voilà. C'était plus ça. J'avais pas fait des pièces de troupes de théâtre, des pièces de théâtre. Donc d'abord les caméras, pas peur. Ensuite la scène, peur. Et maintenant moins peur, mais quand même peur. Et quand tu as commencé la radio, peur encore. Voilà, peur. Maintenant la radio, moins peur. Voilà. Mais déjà avant de faire de la radio en chroniqueuse, quand j'étais invitée pour la promo juste de mon spectacle, des interviews, j'adorais. Déjà, je sentais que j'aimais bien. J'aimais bien parler, faire des petites blagues. Donc j'adore la radio en général, tu vois, même sans chroniquer. Ça c'est. Et même, aussi, tu m'avais parlé d'une série. Tu travailles tu vas jouer dans une série aussi, non? J'ai joué dans une série qui va être diffusée au printemps, qui s'appelle France-Québec. C'est ça dont je t'ai parlé? Un truc qui ressemble à Arrested Development. C'est ça, Ah ouais. Très drôle. Là, ça va être présenté au Festival de l'Alpe d'Huez en janvier. C'est un grand festival de comédie. Et c'est vraiment très drôle. J'ai pas encore vu les images, mais sur le tournage, c'était que des fous rires, des larmes de fous rires. Tellement c'était drôle. Vraiment, mais je. Et donc ça tournait tout cet automne-là? Non, on a tourné toute la saison de 10 épisodes en un mois et demi. D'accord, ok. Et donc c'est que 10 épisodes? La saison 1, c'est 10 épisodes d'une demi-heure. 10 épisodes de 22 minutes. D'accord. Très à l'américaine. Ouais. D'accord. Et l'humour aussi. Et donc ça sera diffusé en avril? Oui, avril-mai. Je crois que c'est avril ou mai sur OCS, la chaîne Orange HBO. D'accord. Et ok, je pensais que c'était Canal. Non, d'accord. C'est pas sur Canal+. Mais d'après moi, quand ils vont voir, ils vont regretter de ne pas l'avoir fait. Parce que c'était très drôle. Donc je suis très curieux. Ah ouais, mais tous les gens, je te jure, tous les gens que je connais, qui me connaissent, qui me voient en parler,
ils se disent oh là là, mais vraiment on a envie de voir. Parce que je pense qu'il y a un potentiel à ce que ce soit culte. Tellement c'est n'importe quoi. Et donc ils ont déjà signé pour une deuxième saison? On va savoir au mois de janvier. Il faut attendre déjà qu'ils voient les images un peu de la première. D'accord. Parce que s'ils aiment pas ce qu'ils voient, ils vont peut-être se calmer. Mais normalement, si tout va bien, il y aura une deuxième. Et donc t'as hâte de le voir. Et donc tu joues qui? Je joue, alors les rôles que j'ai beaucoup joué, que j'aime jouer, heureusement, c'est le rôle de la pauvre fille. Souffre-douleur, martyr, maltraitée, humiliée, moquée, j'adore. C'est le boulet, quoi. J'adore jouer ça. J'ai beaucoup joué ça. Et donc là, c'est ça. C'est vraiment l'assistante du bureau. Et toute une partie qui se passe dans un bureau. Et mon patron me martyrise et tous les employés je suis vraiment le souffre-douleur de la boîte. Je suis pauvre fille. Et donc, tu as joué sur un de rôle avant? Oui, dans le film Paris à tout prix, qui est sorti au mois de juillet dernier. Je jouais la stagiaire qui se faisait tout le temps. Pourquoi J'adore. C'est parce que ça rejoint mon autodérision dans la vie. C'est une forme poussée. En fait, les personnages que je joue, c'est les personnages que je décris dans mes chroniques, que je me décris. C'est, tu vois. Mais c'est pas vraiment un personnage, c'est toi. Moi, je suis pourquoi tu dis que c'est un personnage? C'est quand même un personnage, parce que je passe pas ma vie à me sentir comme un boulet. Je sais que dans ma vraie vie, j'ai des amis qui me respectent. Tu vois, je sais que je suis à l'opposé de cette personne que je joue. C'est un personnage de composition, vraiment. D'accord. Mais peut-être que c'est parce que dans ma vie je suis heureuse et que je me sens bien que je peux me permettre d'avoir du recul pour jouer ces personnages-là aussi, parce que des personnages vraiment de pauvres filles, de gens qui ont raté leur vie, tu vois. Tu vois le look que j'ai dans France-Québec, c'est la queue de cheval sur les oreilles, plaquée avec des lunettes monstrueuses, transparentes, un tailleur toujours beige, mais tout en beige, aucune couleur, pas de maquillage, un petit collier, tu vois, genre ridicule, quoi. Le Père Noël est une ordure, tu vois. D'accord, je vois. Et ça, je pense que si tu te sens assez bien dans ta vie, c'est là que tu prends du plaisir à jouer ce genre de personnage qui est pas gâté, quoi. C'est sûr. Finalement. Je pense que si j'étais vraiment pas bien. Il faut une confiance de base, Si t'es pas bien dans ta vie, tu te sens mal à l'aise de jouer parce que tu vas te dire que les gens vont trouver qu'il n'y a pas de distance entre personnages. Moi, je pense qu'un minimum, les gens ils voient qu'il y a une distance. Tellement que quand j'ai joué donc ce rôle, il y avait un comédien qui était présent. Tu connais toi la série qui s'appelle Casting, qui passe sur Canal+, la série de Pierre Ninet? Non. C'est très drôle, faut que tu regardes. J'ai entendu parler. Très très drôle. C'est que des faux castings. Très, très marrant. Et il y a un des comédiens qui joue aussi dans la série. Il faisait un épisode. Je l'ai rencontré le jour du tournage. Donc il arrive, j'étais déjà en costume, mais pas dans le rôle. Donc je suis en costume. Je lui dis bonjour. Puis on allait tout de suite commencer à tourner. Donc je me mets dans le personnage. On passe toute l'après-midi que des scènes avec le personnage. On a à peine le temps de parler. Et je l'ai recroisé à la fête de fin de tournage, il m'a pas reconnu. Quand même, il fait ah mais t'es normal en fait. Ah d'accord, parce que je pensais vraiment que t'avais un problème. Tu vois, tellement quand même c'est loin de moi. C'est qu'il y a une vraie distance. Donc bon, ça va. Je préfère. En même temps, si tu vois le truc, tu me diras. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de voir. Et tu prends une fierté si t'avais à choisir un de ces professions. Soit comédienne dans une série, soit sur scène, ou soit... Comédienne au cinéma, je pense. D'accord. Mais si possible, de pouvoir aussi beaucoup jouer ce que j'écris. Donc l'écriture, tu mets beaucoup d'importance là-dessus quand même. Oui. C'est là où on peut s'offrir le plus de cadeaux. Malgré tout, c'est là où on va être le plus sûr de se servir, de se faire rire. Donc c'est rare de trouver des gens qui ont le même humour, la même vision. Et tu penses, tu écris un scénario? J'écris aussi. J'ai recommencé, j'avais écrit il y a plusieurs années un truc qui n'avait pas abouti. Et là, depuis quelques semaines, je suis en train de remettre en place une idée pour un autre film. D'accord. Humour ou... Une comédie dramatique. Avec pas que de l'humour. Un peu comme ce que je fais dans mes spectacles. Avec pas que de l'humour, mais avec beaucoup d'humour aussi. Quand ce sera drôle, ce sera très drôle. Quand ce sera pas drôle, ce sera pas drôle. Ça, c'est assumé aussi dans les deux. Mais j'aimerais bien arriver à écrire ça, tu vois. Et là-dedans, j'aurai un rôle dedans. Comme ça, au moins, ça me fera tourner au moins un film. Le mien. Et tu aimerais le réaliser? Non, je suis pas du tout douée pour ça. Vraiment pas. Et donc, c'est d'ici 2 ans? C'est un projet que tu aimerais faire. J'aimerais bien, c'est tellement long que d'ici 2 ans, ce serait déjà bien. Ce serait dans le bon sens. 2 ans, c'est dans le bon cas de figure. Ça peut être plus long. Et sinon, tu vas faire un deuxième spectacle? J'aimerais bien, si j'y arrive. Il faut trouver comment dire les choses, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais encore une fois,
c'est comment les dire. Ouais. C'est ça qui fait, c'est l'angle. C'est toujours ça. Hein. Bah oui. C'est ça qui. Parce qu'on dit tous la même chose finalement. Ouais, justement. Tu vois, moi dans mon spectacle, tu verras, je dis pas plus que n'importe quelle autre fille qui fait du stand-up presque. Ouais. Sauf que je l'ai juste dit et mis une couleur, une peinture différente. Ouais. C'est tout. Mais je parle toujours des mecs, de la solitude, des thèmes universels. Ouais. J'ai rien inventé, hein, tu vois. D'ailleurs, souvent les qualités, tu vois, quand on m'a fait des compliments sur spectacle, c'est que j'arrivais en fait à rendre un cliché, à parler d'un cliché. C'est qu'on disait quand même que je parlais d'un cliché, ça peut être comme un peu insultant, mais en fait à faire que ça ne le rendait pas cliché. Ouais. Ça c'est chouette. Ouais. Donc j'aimerais bien réussir à faire ça aussi pour le deuxième. Ouais. Mais il est pas encore écrit, hein, là c'est pas. C'est à peine des idées là, je mets en ordre un peu des idées de chansons. Mais est-ce que aussi c'est parce qu'un peu t'en as marre de ce spectacle que tu joues? Oui, parce que ça fait quoi? Ça va faire 3 ans que je joue. D'accord. Et donc là j'ai vécu d'autres choses, j'ai d'autres choses à raconter. Ouais. En fait, quand je l'ai écrit, donc j'ai joué il y a 3 ans, c'est-à-dire que je l'avais écrit dans l'année il y a 3-4 ans. Ouais. Ça représentait, mais si tu veux, de mes 22 ans à mes 25 ans, on va dire. Et maintenant que je vais avoir 30 ans. Ouais. Ouais, c'est une autre partie, je me sens plus proche de mes 22-25 ans. Ouais. J'ai vécu plusieurs choses, donc j'ai envie de raconter autre chose, c'est normal. J'aurais toujours de l'affection à le jouer, j'adorerais toujours autant les chansons, mais c'est plutôt dans les parties de texte, j'ai envie de raconter autre chose là. Une maturité de la vie, c'est l'école de la vie, ça c'est vraiment... Ouais, mais dans 6 ans, voilà. Ça sera différent aussi. Voilà. Tu vois, c'est chaque chose. Là, j'étais en couple, ça fait 2 ans que je suis en couple. Le premier spectacle parle beaucoup du célibat, de la recherche. Ouais. Là, c'est obligé, j'ai envie de parler de la vie de couple, de ce que c'est, quelles sont les autres interrogations. Tu vois, à chaque étape de la vie, c'est une interrogation. Ouais, ça, j'ai envie de parler de ça. Et tes parents sont venus voir ton spectacle? Plein de fois. Ils sont fans? Ouais, fans. Attention, pas fans flippants, hein, pas genre avec le t-shirt. Heureusement. Non. Fans... a ramené plein de gens, leurs amis, ma mère. Mais ils sont fiers, tu sens qu'ils sont fiers. Ma mère, elle est venue la dernière fois au mois d'octobre quand j'ai recommencé, elle est venue avec 25 personnes. Ouais. T'imagines? Ouais. Elle a rempli la moitié du théâtre. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Ouais. Tu vois, ils emmènent leurs amis, ils s'envoient. T'as pas du mal à jouer devant tes parents? La première fois que je suis montée sur scène de toute ma vie, pour la une de mon spectacle, il y avait mes 2 parents. Ouais. J'ai jamais été autant flippée de toute ma vie. Ouais. J'avais eu des trous de mémoire. Ouais. Tous les 10 mots, j'avais un trou de mémoire. C'était horrible. C'était horrible. En fait, c'était très dur. Mais c'est pire de jouer devant ses parents. Mais dès la première, après que j'ai dépassé ce stade, c'était ok. Ouais. Toutes les fois où ils sont revenus, ça m'a jamais rien changé dans ma façon de jouer. D'accord. Ah non. Tu hésites pas de parler d'un certain sujet s'ils sont là. Tu parles d'eux? Je parle un peu d'eux, mais pas beaucoup, exprès. Ouais. Je veux pas trop commencer à aller sur ce terrain. Ouais. Ma mère, je pourrais faire un spectacle que sur elle. Ouais. Donc j'ai effleuré. Mais est-ce que tu le ferais pas justement parce que si elle vient un jour... Non, pas pour ça. Non. Et puis mon père, j'en parle un peu aussi. Ouais. Mais en fait, j'en parle, c'est un peu osé, mais en fait... Je pense que je suis sa fille, c'est tellement l'humour que j'ai, la dérision que j'ai, qu'il a jamais été mal à l'aise, il a jamais mal pris parce qu'il sait à quel point c'est du millième degré. Tu vois, il voit la distance. Ouais. Il a confiance que tu l'aimes. Mais bien sûr. Et puis en plus, non, c'était dans l'autre sens. C'est que mon père, j'ai tout un passage de mon spectacle où j'explique que je voulais épouser mon père jusqu'à mes 18 ans. Ouais. Et donc j'explique par A plus B pourquoi c'est pas possible. Ouais. Donc c'est dans le sens, il doit se dire elle est folle. Ma fille a un problème. Tu vois, limite ça aurait pu me faire un mal avec ma belle-mère, tu vois, à la rigueur. Mais même elle sait. Le truc est tellement tiré à l'extrême. Tu vois, j'explique pourquoi je peux pas être ma propre belle-mère. Tu vois, le truc, c'est genre, ça va trop loin pour qu'on se dise que je le pense vraiment. Ouais, d'accord. Donc à ce moment-là, dans la salle, il y a un moment où les gens se disent mais elle est folle ou pas? Tu sais, il y a toujours un moment où ils se disent mais non, mais j'ai folle. Ça doit te plaire. Ouais, j'aime bien. Est-ce que tu as une question pour moi? Oui. Je sais pas si j'ai une question pour toi, tout simplement, c'est que je ne sais pas pourquoi tu es venu en France. Pourquoi tu as eu envie de venir en France? Que c'était par rapport à une fille, à ta famille ou ton travail ou des désirs professionnels? C'est une très bonne question et j'ai du mal à répondre à cette question en fait. T'es pas venu pour suivre quelqu'un? Oui. Si. Ah, voilà, ça peut être ça. Oui, mais autre chose aussi. En fait, j'étais avec une Française. Ouais, qui habitait elle. Que je rencontrais à New York. Et donc oui, à la base, c'était pour continuer notre histoire ensemble, mais aussi c'était vraiment pour l'aventure aussi, parce que
Et je savais pas combien de temps j'allais rester. Et bon, ça n'a pas marché avec... tu savais déjà que tu voulais être humoriste? Non. Bon, non, j'ai fait tu l'étais déjà? Ouais, j'ai fait des choses aux États-Unis. Donc tu savais en arrivant en France que tu allais continuer à faire ça en France? Non, quand je suis arrivé... Non, personne vient en France en disant je vais faire l'humour en France. Non? Non. C'est pour ça. Je pensais faire. En fait, j'ai fait mes études en cinéma. Je pensais faire autre chose. J'ai travaillé en tant qu'assistant de production dans le petit boîte de production. Et non, c'était que après, quelques années après, quand j'ai commencé à parler le français plus ou moins bien, que je me suis dit, ok, j'ai un niveau pour pouvoir monter sur scène. Et donc ça fait peut-être 4 ans que j'ai commencé. Ça fait combien de temps que tu es à Paris? 4 ans. Donc ouais, je suis venu il y a seulement 4 ans? 10 ans en France. Ah, je n'étais pas à Paris avant. Ah, t'étais pas à Paris. Quand t'es venu en France avec ta copine, vous n'étiez pas à Paris? J'étais à Toulouse. D'accord. Ouais, avec mon ex. Et à Paris, t'es fait que 4 ans? Ouais. Aussi, bon, dans mon spectacle, je dis que je suis venu en France. En fait, je dis que mes grands-parents viennent d'Europe. Ouais. Autriche et Allemagne. Ils ont quitté l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, juste avant. Ils sont allés à Buenos Aires. C'est là où mes parents sont nés. Ils ont grandi. Mes parents sont argentins. Et après, ils sont venus à New York, c'est là où je suis né. D'accord, ok. Et donc, dans mon spectacle, je dis que mes grands-parents ont fui le nazi en Europe, mes parents ont fui le dictateur en Argentine, et moi, je suis venu en Europe pour fuir mes parents. Donc, il y a un peu ce côté aussi de vouloir... Ils sont venus en Argentine avant que les nazis reviennent les suivre. Oui, justement, avant. Ils étaient pré-nazis. Oui, c'est ça. Ça fait bien de dire une famille allemande qui a été en Argentine. Hors contexte, c'est là, je n'osais pas dire Joséphine, mais mes grands-parents sont le nazi juif en plus. C'est très rare. C'est très rare, mais... Non, mais c'est vrai que ça fait... Non, parce qu'en fait, l'Argentine, comme les États-Unis, ont accueilli plein de gens à cette époque, des années 30. Justement, c'était un grand pays d'immigration européen. Donc, tout à fait. Moi aussi, ma famille du côté de ma mère est originaire d'Allemagne et de Pologne. Oui. Du côté de ma mère. Donc, t'es ashkénaze ou c'est ça, du côté de ma mère, Pologne et Allemagne. Oui. Et du côté de mon père, Algérie. D'accord. Donc, Draï, c'est algérien. Ouais, Constantine. D'accord. C'est une province d'Algérie. Et tu sens un mélange bizarre entre ça? Est-ce qu'il y a une vraie différence? Mais oui et non. Moi, c'est ce que je dis. Moi, mon copain m'appelle Woody Allen avec des hanches. Tu vois? C'est là le mélange, il est là. C'est drôle. C'est-à-dire que j'ai Il n'est pas juif? Non. Oui. En fait, j'ai été élevée avec la famille de mon père, donc des valeurs très traditionnelles dans le côté oriental. Ouais. La grand-mère, le couscous, qui parle arabe, qui chante, qui fait très chaleureuse à Marseille. Tu vois, c'est toutes des valeurs comme ça. Oui. C'est mon éducation, mes repères d'éducation. Ouais. Maintenant, moi-même, ma personne, si on m'avait juste mis dans une chambre et qu'on avait attendu que je grandisse, je suis 100% ashkénaze. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis, c'est comme enrobé dans... C'est Woody Allen qu'on a mis enrobé dans le corps de Eli Kaku, quoi. Ouais, tu vois? C'est ça. C'est pour ça que l'équilibre, en fait, je me sens plus ashkénaze, mais toutes mes références, elles sont tellement séfarades que je suis aussi séfarade. Ouais. Je parle, toutes les cérémonies, les chants, je sais pas, le sens de la famille, voilà, tout ça. Il n'y a pas la froideur de beaucoup de familles, de ma famille, du côté de ma mère, où on ne parle pas. Donc j'ai comme les deux. Mais moi-même, mes angoisses, cette forme de culpabilité permanente, d'avoir peur, tu vois, tout ce truc comme ça, très anxieux, c'est très ashkénaze, c'est très inné chez moi. Ouais. Ça, tu te vois comme quelqu'un comme ça? Ah oui, je me vois, tout le monde, tu peux demander, appelle mon mec, tu vois, s'il me voit pas comme ça. Ouais. Joséphine, angoissée, pourquoi? Bonne journée. Ouais. Non, vraiment, c'est mon trait de caractère principal. Et donc, si tu as une confiance maintenant quand tu fais une chronique, quand tu es sur toujours, je trouverai toujours un moyen d'être angoissée. Toujours au fond de moi, je m'endormirai jamais en me disant cool pour demain, cool. Et non, jamais. Pourquoi? Parce que j'ai toujours l'angoisse de ça va mal se passer, ça peut mal se passer. Et tu sais, mon copain me dit toujours, mais ça fait 120 fois que ça se passe bien. Ouais. Comment tu peux être masochiste pour dire à chaque fois ça va être la fois où ça va mal se passer alors que ça fait 120 fois? Tu veux pas être raisonnable et se dire que pourquoi pas 121 fois bien? Ouais. Et même si ça va pas une fois, ça veut pas dire que t'es de la merde ou ce que tu veux. Et moi j'arrive pas, c'est comme si je peux accumuler que du truc positif
là je vais tomber, là je vais me prendre un piano sur la gueule, là je vais on va me virer juste là, je m'invente des trucs parce que j'ai jamais confiance quoi. Est-ce jamais. que tu vois ça en venant côté ta mère mais je sais pas, c'est moi en tout cas, c'est moi. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est vraiment présent quoi. D'ailleurs c'est pour ça que je vais voir une psy quoi, parce que c'est très fatigant de vivre comme ça, de s'infliger tout le temps, jamais se reposer, tu vois, jamais poser le pied. Toujours, tu vois, toujours sur le qui-vive. C'est fatigant, moi je me fatigue quoi. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup d'expérience qui peut peut-être me calmer, mais pour l'instant je suis encore trop besoin d'être rassurée, d'être en sécurité, puis ça suffit jamais, il faut toujours plus. Quand on me dit bravo, il faut qu'on me le dise. Si on me le dit pas le lendemain, c'est comme si on me l'avait jamais dit, tu vois, c'est horrible. T'as besoin de l'entendre peut-être 10 fois. Du coup pour tout, même en amour, j'ai toujours besoin d'être toujours rassurée sur tu vois, c'est fatigant pour les gens aussi, pour mes amis. Voilà. D'accord. Je vous dois combien? C'est vraiment ça. Je vais m'allonger. Voilà la fin de notre conversation. Joséphine Draille et moi. Oh putain, elle parle rapidement. Bon, au moins pour mes oreilles à moi. Mais... Donc vous pouvez écouter Joséphine Draille sur l'émission On va tous y passer sur France Inter, 11h30. Vous devriez liker la page Facebook Donc voilà quoi podcast pour des nouvelles de tout ça. Et si vous voulez venir me voir sur scène et vous parler un peu anglais, je joue tout le vendredi et samedi à 20h au So Gymnase, qui est une petite salle dans le théâtre gymnase. Merci beaucoup et à bientôt.